Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre un petit peu à vos commentaires, à vos explications, à vos remarques que vous avez faites sur mon Fast 5 numéro 14 sur le Grand Prix de Bahreïn justement. Vous avez été très nombreux, 1600 commentaires, alors j'ai quasiment tout lu je pense, mais j'ai pu dégager 5 grands points sur lesquels je vais pouvoir revenir un petit peu en long, en large et en travers. J'ai pas mal de notes quand même, donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Vous pouvez vous la mettre en fond déjà, un petit peu en fond sonore entre guillemets. Il y aura pas beaucoup d'images dans cette vidéo, donc a priori, voilà, si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu et que vous étiez en train de faire autre chose, vous pouvez revenir, réécouter évidemment tranquillement. Voilà, vous pouvez vous l'écouter pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Allez voir l'interview de Romain Grosjean qui a été faite par Canal+. Vous allez en trouver quasiment tous les bouts et à la fois sur Twitter et sur YouTube. Elle devrait être assez facile à avoir. Il fait le récit justement de son accident qui vous permettra probablement de comprendre énormément de choses déjà avant même que je vous apporte des explications, donc vous pouvez aller la voir évidemment. Encore une fois, je répète, le Fast 5 c'est de la réaction, ce n'est pas de l'analyse. Vous avez tendance à penser parfois que je fais beaucoup d'analyse sur les Fast 5. Ça reste de la réaction à chaud, ça reste un point de vue subjectif. C'est pas comme je fais des analyses sur d'autres thèmes où là effectivement c'est plus travaillé avec un script, etc. C'est quand même vraiment pas la même chose. J'essaie d'apporter de l'explication, j'essaie d'apporter quand même un ressenti, mais toujours dans l'optique d'essayer de faire en sorte de vous faire réfléchir, d'apporter un début d'explication pour que derrière on puisse réfléchir, aller chercher d'autres infos au fur et à mesure, etc. et que vous puissiez aussi vous construire votre propre réflexion, parce que c'est ça moi qui m'importe le plus sur ma chaîne et c'est ce que j'essaie de faire, de toujours ne pas détenir la vérité. De toute façon je ne peux pas détenir la vérité, personne ne détient la vérité, mais j'essaie de prendre plein d'éléments, d'essayer de vous les mettre dans une certaine forme pour que vous puissiez derrière ressortir de là en disant ok j'ai compris quelque chose mais je réfléchis sur la suite, etc. Voilà, ça c'est le but. Encore une fois, la vie c'est de l'apprentissage perpétuel. À partir de ce moment-là, le jour où vous êtes là et que vous dites ah mais tu comprends rien, machin, etc. Moi je comprends tout. Gros, tu comprends rien. Voilà. Alors du coup, sur ce Fast 5, j'ai été quand même assez inexact sur certains concepts. Vous avez été nombreux aussi à m'expliquer certaines choses. Donc je vous en remercie vraiment beaucoup pour le coup parce que ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des choses que j'arrivais à visualiser mais que je comprenais pas forcément, donc vraiment grand merci, voilà. Donc du coup, 5 thèmes pour cette vidéo justement. On va parler donc du rail d'abord, parce que le rail ça aussi ça a été un gros point de discussion dans les commentaires. La faute de Romain Grosjean, ça aussi gros point de discussion. L'histoire des 53G, on va en parler. La psychologie du spectateur a été extrêmement demandée, donc ça je vais vous en parler. Et enfin, on terminera sur la formation des commissaires. Puis j'ai 2-3 petites questions un peu d'ordre général que je trouvais assez pertinentes et intéressantes pour vous répondre, notamment qui s'adressera probablement un peu plus aux néophytes qu'aux fans hardcore. Premier thème, les rails. Donc, alors, j'ai dit torsion au moment où les rails encaissent le choc, c'est tout à fait inexact, puisque un mouvement de torsion, c'est quand vous prenez votre linge qui est mouillé et que vous voulez l'éponger, entre guillemets, et que vous faites ça. Ça, c'est un mouvement de torsion. Le rail n'a pas fait un mouvement de torsion, mais a fait un mouvement de flexion. Voilà, le mouvement de flexion, c'est quand vous êtes Hulk, que vous prenez une barre de fer et que vous la pliez dans une espèce de flexion, voilà, donc ça c'est un mouvement de flexion, voilà, ça c'était pour la petite exactitude, si je peux me permettre. Le rail s'est fendu en deux. Alors là aussi, je pense que pas mal de gens ont pas forcément compris, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est possible. Oui, ça a sauvé Romain Grosjean, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai pas dit que c'était mal, justement. Ce que j'ai dit qui était mal, c'est de se retrouver dans une situation où le rail doit céder et où une voiture passe au travers. C'est ça qui est mauvais entre guillemets. Voilà. Donc en fait c'est le cumul de la vitesse, la manière dont tape Grosjean, la position du rail. Et d'ailleurs pour ce week-end, encore une fois sur le circuit de Sakhir, ils ont rajouté une bande de 2 rangées de pneus à cet endroit du rail. Est-ce que c'est... Alors oui, c'est la bonne solution à court terme. À moyen terme, il faudra revoir l'angle de ce rail, je pense. Le rail revient quand même beaucoup sur la piste et c'est un endroit où il n'y a pas de pneus, où on n'a pas jugé que c'était important de mettre des pneus parce que généralement, c'est rare qu'une voiture vienne taper de face ici. Mais c'est vrai que ça reste un rail qui devrait, vu son angle, avoir une rangée de pneus, une rangée de protection supplémentaire. La meilleure solution n'existe pas. En revanche, il faut être bien conscient que si on se retrouve dans la même situation qu'a vécu Romain Grosjean, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient très vite taper le mur de pneus, il va rebondir à travers ce mur de pneus.
et il va se retrouver au milieu de la piste. Il ne faut pas qu'à ce moment-là, il y ait une autre voiture qui vienne taper cette voiture déjà fragilisée par le premier impact, parce que c'est ce qui s'est passé en haut du raidillon pour Antoine Hubert. Il a tapé le mur du pneu, voiture fragilisée, une autre voiture lui rentre dedans, et on connaît la suite malheureusement. Le gravier qui n'aurait pas forcément ralenti beaucoup la voiture de Romain Grosjean, parce qu'encore une fois le rail était très proche et il aurait pas eu le temps de ralentir. Au contraire, je pense qu'il aurait sauté par-dessus le gravier au premier contact, entre guillemets, au premier contact du gravier, il aurait sauté dessus vu sa vitesse. Donc encore une fois, le gravier n'est pas non plus la solution à tous les problèmes. Lance Stroll et Kimi Raikkonen sont passés, alors Stroll à droite, Raikkonen à gauche, sont passés à travers une zone de gravier qui avait au niveau du virage 2, pas à la sortie, plutôt à la sortie à l'extérieur pour Raikkonen, plutôt à l'entrée pour Lance Stroll. Ils sont passés pied dedans. Ils ont absolument pas lifté dans les graviers. C'est-à-dire que on est en ligne droite, je traverse le gravier, je mets pied dedans, je m'en fous. Ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant parce que ça veut dire que le circuit ne s'arrête pas aux lignes blanches et de surcroît, on peut rouler partout à fond. Et donc, en fait, ça rend de surcroît, encore une fois, ça va être le mot de la vidéo, ça rend toutes les protections de rails, de pneus, etc. moins efficaces. Parce que si tu roules plus vite près des pneus, tu peux te faire plus mal. Voilà, si les pneus ils sont positionnés à un endroit, voilà, tout est prévu pour que c'est quand ça arrive sur la piste et non pas en dehors. Voilà, si le contact a lieu sur la piste, on a calculé le rail et la distance du pneu, des murs de pneus pour dire voilà, si ça arrive ici, on a le temps de décélérer. Mais c'est vrai que si ça arrive proche du pneu, c'est pas la même distance. Donc finalement, c'est ironique de se dire que les circuits qu'on a vécu cette année, les circuits à l'ancienne, Mugello, Imola pour ne citer que, qui ont beaucoup d'herbe et de gravier, sont finalement entre guillemets ont l'air d'être plus risqués, mais où on a le moins de chances d'avoir un énorme crash, dans le sens où les pilotes ne peuvent pas piloter à plus de 120% de leur capacité et des capacités de leur voiture. Et donc sont obligés de piloter en dessous pour ne pas faire d'erreur, parce que l'erreur, elle se paye cash, elle est sportivement très punitive. Et donc à partir du moment où l'erreur est très punitive, d'un point de vue performance et d'un point de vue sportif, tu t'amuses pas. Voilà, tu ne peux pas te dire oui, là je vais pouvoir passer comme un bourrin, donc je m'en fiche, au pire je perdrai le moins de temps possible. Alors vous avez été nombreux aussi à me proposer des suggestions dans les commentaires. On a parlé des Tech Pro, des murs de pneus, des safer barrières qui sont notamment beaucoup utilisées du côté des États-Unis. C'est vrai que j'avais pas fait la réflexion, mais les safer barrières, il y en a qui sont installées sur le circuit du Mans, notamment dans le double gauche des S Porsche. Oui, c'est un safer barrière. Qui ont déjà prouvé évidemment leur efficacité. Encore une fois, je vous le rappelle, chaque circuit est unique, chaque virage est unique, chaque virage demande du sur-mesure, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'arrive pas de la même manière, de l'angle différent, etc. Faut tout calculer, c'est du sur-mesure partout. Donc on n'a pas une solution idéale qui s'applique à tous. Il y a des endroits où on va se dire c'est mieux de mettre des pneus, à d'autres endroits on va se dire c'est mieux de mettre un safer barrière, à d'autres endroits on va se dire c'est mieux de mettre des Tech Pro, à d'autres endroits où c'est mieux de mettre une glissière toute simple. Les safer barrières, oui, pourquoi pas sur certains endroits où effectivement le rail est proche de la piste. Par exemple, je pense notamment à Monaco, ça peut être intéressant de mettre des safer barrières plutôt que de mettre des pneus. Est-ce qu'on peut installer des safer barrières sur des glissières ? Je pense pas, parce que généralement on met ça sur un mur en béton. Il me semble. Vous me corrigerez dans les commentaires. Les Tech Pro, pareil, à l'endroit de Romain Grosjean, je suis pas sûr que ce soit très pertinent vu l'impact. Vaut peut-être mieux je pense des pneus. Voilà. Enfin, moi dans mon esprit c'est ce qu'il y a de mieux. Les glissières, ça reste quand même extrêmement bien. Alors ça a pas beaucoup évolué depuis les années 60. Il y a encore des améliorations à faire. On n'a jamais fait vraiment beaucoup d'améliorations sur les glissières. Là, pour le coup, la chose que je me dis qui pourrait être vraiment intéressante sur certaines glissières, notamment dans le cas de Romain Grosjean, ce serait d'avoir des glissières sur lesquelles, en fait, elles seraient posées sur rail à la perpendiculaire avec un énorme piston qui puisse faire reculer l'entièreté de la glissière, entre guillemets, qui est un petit peu comme un filet de sécurité, si vous préférez, pour essayer de dissiper un maximum l'énergie de l'impact. Pas que sur un endroit très précis de la glissière, parce que tu regardes, il y a quoi, il y a
on va dire 4-5 mètres qui a vraiment qui a dissipé l'énergie de l'impact, mais alors tout le reste de la barrière, de la glissière à Romain Grosjean, ils ont rien senti. Enfin, il y a dû y avoir des vibrations, mais pas grand chose. Quand tu tapes, et bah du coup toute la glissière essaie d'absorber au plus, de dissiper au plus l'énergie du choc. Ça peut être quelque chose d'intéressant, ça va probablement coûter très très cher à mettre en place, mais c'est quelque chose qui peut être assez intéressant justement et qui peut augmenter la sécurité. Enfin, pour terminer un petit peu ce premier point, vrai débat qu'on peut se poser, est-ce que les F1 ne vont-elles pas trop vite finalement? Est-ce que on n'est pas sur trop de complexité? Est-ce qu'on n'est pas sur trop de risques? Je sais pas. Derrière, je me dis, si on arrête la complexité et qu'on arrête le développement, la recherche, etc., qu'on arrête le progrès, c'est dommage. Je pense que dans la vie, quoi qu'il arrive, partout, faut faire des compromis. Faut trouver ce qui nous paraît le plus logique ou en tout cas le plus appréciable dans le troisième sens du terme. Voilà, comme ça vous pourrez aller voir ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Deuxième thème, on va essayer d'aller un peu plus vite, la faute de Grosjean et l'histoire du débris. Alors vous avez été beaucoup à me poser la question, alors on vient pas sur Grosjean, machin, mais oui, mais c'est lui qui est à l'origine de la faute, etc. Vous irez voir l'interview de Canal, c'est du 50-50. Encore une fois, Grosjean, il voit que à gauche ça ralentit, il se dit je suis bien sorti du virage 2, en tout cas plus vite que tout le monde devant moi, donc du coup je vais essayer d'aller à droite. En allant à droite, il n'a pas vu Kvyat qui était dans son angle mort, donc il ne peut pas le voir. Il est dans son angle mort Kvyat depuis la sortie du virage 2. Donc, concours de circonstances, Kvyat il peut rien faire, on lui tourne dessus, voilà. Grosjean il peut rien faire, il ne le voit pas. Concours de circonstances, 50-50, ça se termine mal, c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais que beaucoup sont tombés sur Romain Grosjean en disant bah de toute façon c'est le fou du premier tour, machin. Il a l'image d'un pilote qui a fait pas mal de bêtises, on va dire, sur des premiers tours, il fut un temps, etc. Et que il a aussi une image de pilote qui casse un peu la voiture. Ça, c'est vraiment dommage en termes de réflexion parce qu'il faut aller un petit peu plus loin. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez fait quelque chose, ça vous colle pour le reste de votre vie. Ça, je suis pas d'accord parce que chaque être humain évolue. Si vous n'évoluez pas, c'est un peu embêtant pour vous. Vous prenez n'importe quel autre pilote, vous mettez Hamilton à la place de Grosjean, tout le monde va dire que c'est la faute de Kvyat. En fait, c'est ça qui me rend un peu ouf, c'est que voilà, faut essayer d'obstruer un petit peu l'avis qu'on a sur un pilote dans une situation où effectivement son passé ne va pas forcément refléter son action dans le présent. Donc voilà, faut un petit peu faire attention. Deuxième chose, vous avez été nombreux à me dire il y a eu un débris qui fait qu'il a dû tourner, etc. et que ça lui a crevé un pneu ou cassé la suspension. Non. Oui, il y a bien eu un débris qui est venu percuter la roue avant de Romain Grosjean. Ce débris est trop petit pour venir causer une crevaison qui a un impact immédiat ou casser un bout de suspension pour faire en sorte que Grosjean se déporte sur la droite de manière extrêmement vive. Non, c'est bien Romain Grosjean qui a donné le coup de volant parce qu'il voulait dépasser par la droite. Si jamais ce débris avait eu un impact, on aurait littéralement vu d'énormes étincelles dans tous les sens, un peu à l'image de Lando Norris qui avait cassé son aileron juste avant. En revanche, on a vu des étincelles jaillir de la part de Grosjean et de Kvyat au moment où ils se sont touchés parce que la voiture a rebondi, a tapé le sol et donc du coup on a eu des étincelles. Mais voilà, mais il n'y a pas eu d'étincelles tout de suite où on s'est dit ah il a perdu le contrôle à cause de quelque chose qui s'est passé avant le contact avec Kvyat. Enfin dernière chose, certains ont dit ah voilà Romain Grosjean tu voulais pas du halo, bah il t'a sauvé la vie, gna 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 gna. Faut bien comprendre le débat du halo, il a été assez houleux. Je faisais partie des gens qui ne voulaient pas du halo. Pas pour des raisons d'utilité, pour des raisons esthétiques. Et encore une fois, faut bien dissocier les deux. Grosjean, lui, voulait pas ça pour probablement plus des raisons entre guillemets esthétiques. C'est moche, ça casse la courbe du monoplace. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. En tout cas, ça rend quelque chose pas très joli. Depuis son introduction et à son introduction, on ne peut pas être contre son utilité. L'utilité du halo, avant même qu'il y ait un crash, elle est démontrée. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, l'esthétisme, c'est là où ça pose plus de problèmes et je pense que beaucoup de gens à l'époque s'étaient enflammés par rapport à ça en disant gna 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 gna. Différenciez bien l'esthétisme qu'on a envie d'avoir d'une Formule 1 et l'utilité d'un outil de sécurité. Voilà. Maintenant, si on peut combiner les deux, c'est ça qui est cool. Aujourd'hui, le halo a absolument son utilité en Formule 1. Faut même pas revenir dessus, c'est même pas une question. Troisième point, on va parler donc des fameux G. Voilà. Alors, j'ai parlé des 53 G en énergie. Non, c'est bien, vous savez, la fameuse courbe que je vous ai dit, c'est une courbe d'accélération, là en l'occurrence de décélération, et non pas une courbe de G.
mais je pense que tout le monde a à peu près compris ce que je voulais dire. C'est aussi ça le plus important, mais du coup ça va me permettre de mettre quand même un petit peu d'exactitude dans les termes. Le pic de 53G, où j'ai dit pour moi ça veut pas dire grand chose, machin, etc. Effectivement, on me l'a expliqué en commentaire. Les pics de G, c'est absolument ce qu'on veut éviter parce que c'est ce qui est de plus mortel pour un être humain. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'avoir le moins de pics possible, mais d'avoir une courbe plutôt plate, donc de répartir que l'accélération soit la moins violente possible, mais que on puisse répartir l'impact sur une longue durée, pour que justement on puisse aplatir ce pic d'accélération, de décélération là pour le coup. Quand vous venez taper un objet, voilà, on vient taper un objet, l'impact, eh bien ça procure une décélération, donc c'est la fameuse courbe qui procure une décélération, dont la conséquence est une énergie cinétique du coup, hein, la même énergie cinétique qu'on a pour les freins de Formule 1 pour l'arrière. Et voilà, c'est une énergie cinétique. Cet impact se transforme et se dissipe en énergie cinétique, et donc part à travers tout plein d'éléments jusqu'à ce que il y en ait plus. Donc du coup le but du jeu, et c'est pour ça que les crash box notamment sur le nez avant de la voiture sont faites de telle manière qu'elles puissent atténuer au maximum le pic d'accélération sur un choc, le pic ou de décélération, voilà, peu importe, sur un choc avec un objet qui est arrêté sur la piste quand c'est une voiture de Formule 1. Voilà un petit peu pour cette explication un peu plus détaillée, j'espère un peu plus exacte. Alors quand j'ai parlé de la moyenne du nombre de jets encaissés, je pense que effectivement on me l'a dit dans les commentaires, je pense que je voulais probablement peut-être plutôt parler de la puissance de l'impact, donc de l'énergie divisée par le temps, voilà, pour les physiciens, voilà, si vous avez envie de faire un peu de physique. Je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais a priori ce n'est pas quelque chose qui est significatif vis-à-vis du pilote pour le coup, donc voilà, peut-être qu'en fait ce que je voulais calculer ça sert absolument à rien, et ok, bon ça peut être compréhensible. 221 km/h, là aussi je vous ai dit, je trouve pas ça si énorme, et c'est vrai aujourd'hui avec du recul, oui c'est énorme, mais en fait je pense que je me suis peut-être aussi un peu mal exprimé. Je trouve pas ça si énorme pour le résultat qu'on a eu, c'est-à-dire une voiture coupée en deux, des flammes de partout, une moitié de voiture qui a traversé un rail à 221 km/h. Je trouve pas ça énorme, parce que quand tu mets en comparaison avec par exemple le crash de Sébastien Bourdet à Indianapolis en 2017 ou 2018, je me souviens plus, qui lui se prend un coup de raquette et fonce dans les safer barrières à 300 et quelques, si c'est pas plus d'ailleurs, à 330 peut-être km/h dans la barrière, et qu'il a que 2 côtes cassées, voilà, je veux dire, c'est quand même des vitesses plus impressionnantes, mais encore une fois, il tape de 3/4, c'est pas la même chose que s'il tapait de face, etc. Voilà, aujourd'hui, moins à chaud, quand je revois les images, etc., je me dis effectivement, bon, ça reste quand même très très violent, ça reste quand même assez énorme. Le 221-0, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui voudraient pas l'avoir. Je vous rassure, moi non plus. C'est pas demain la veille que j'ai envie de me faire un 220-0. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Je le répète, il y a eu beaucoup de mots techniques qui m'ont manqué justement, mais encore une fois, le but c'est de simplifier pour essayer de parler au plus grand nombre entre guillemets. J'essaie de simplifier les concepts avec des mots simples, mais au bout d'un moment, à force de simplifier, justement, on commence à s'éloigner du concept en lui-même, et du coup, on part sur d'abord de l'inexactitude pour terminer sur quelque chose qui devient faux. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont été nombreux à me réexpliquer plein de concepts que j'avais pu oublier. Le matin, quand tu te pèses sur ta balance, ça exprime un poids, et on dit toujours, ça exprime une masse et non pas un poids, mais on dit toujours par facilité, tu pèses un poids de tant de kilos. Alors que véritablement le poids, on devrait l'exprimer en newton, puisqu'il faut prendre aussi en compte la gravité terrestre, etc. Donc généralement on devrait dire tu pèses une masse de temps. Voilà. Mais vous me corrigerez dans les commentaires si jamais j'ai encore inversé les deux notions, mais voilà, je crois que je suis pas mal. 4e point, on va aborder la psychologie du spectateur. Vous avez été extrêmement nombreux à faire part de vos sentiments sur les commentaires. Beaucoup ont été choqués, d'autres moins. Encore une fois, c'est propre à chacun. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière au moment du décès d'Antoine Hubert justement. Je vous demanderai juste encore une fois de respecter les sentiments des uns et des autres. Tout le monde a des sentiments différents en fonction du vécu de chacun. Chacun ne réagit pas forcément de la même manière à une situation donnée. Donc je vous demande juste d'essayer de respecter les uns et les autres envers ça. Tout le monde n'a pas vécu le crash de Senna ou les crashs dans les années 80 en disant bah oui mais ça c'est petit comparé à ce que j'ai vécu.
Bah oui, mais tout le monde n'a pas vécu ce que tu as vécu, donc voilà, encore une fois, essayez d'être respectueux envers ça. Pour continuer là-dessus, probablement que des spectateurs qui regardent plus souvent la moto, où les crashs sont souvent un peu plus fatales, ou qui ont l'habitude de regarder par exemple le Tourist Trophy, je vais y arriver, vous êtes probablement moins choqué que certains autres qui découvrent la Formule 1, notamment, ou qui ont vécu leur premier gros crash en Formule 1 dimanche dernier. Oui, effectivement, là ça se comprend. Il y a encore une fois, ça met en lumière le vécu qui est pas le même chez les uns et les autres, et donc du coup, on n'a pas la même façon de gérer ça. Je vais revenir sur l'intervention de Daniel Ricciardo sur les images qui ont tourné en boucle, justement parce qu'il a pas mal gueulé. C'est un vrai débat, je vous invite à aller voir la vidéo des pistonnés, on a fait justement un débat là-dessus à un moment donné. Regardez bien tout le débat en entier, parce que à un moment donné on passe dessus, puis on part sur autre chose, puis on revient dessus. Ça a tourné en boucle, beaucoup en boucle. Je pense qu'à la fin, moi, j'étais saoulé. Je vais être tout à fait honnête avec vous, j'étais saoulé. Certains étaient saoulés plus vite que d'autres. Moi, je sais que dans mon cas, par exemple, j'ai besoin de voir beaucoup les images pour comprendre vraiment tous les points et décortiquer comment il est sorti de la voiture pour comprendre et tirer un trait dessus. D'autres ont juste besoin de voir qu'il est sorti de la voiture pour se dire c'est bon, il est ok, j'ai pas besoin d'en savoir plus, ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir d'explications ou autre, ce que je comprends. Et d'autres ont besoin d'aller plus loin dans l'explication, de revoir beaucoup de fois les images jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a compris, bon, on n'a pas spécialement envie de revoir ces images-là parce qu'elles font pas spécialement plaisir. Où se trouve la limite? Encore une fois, c'est très compliqué. C'est à la F1 aussi de mettre ces images-là. Il y a aussi une sorte de sensationnalisme, comment dire, dans notre société. Il y a aussi le fait qu'on va revoir ces images pendant quelques jours parce que le crash est tellement impressionnant, tellement rare. Et ce qui fait la rareté, ce qui le rend encore plus impressionnant, c'est sa rareté. Et donc du coup, on va les voir à la télé, etc. Et quelque part, en tant que spectateur, on peut se sentir un peu impuissant, ou en tout cas on peut se dire ouais, je suis en train de subir des images qu'on me met à la vue alors que c'est bon, je les ai vues et j'ai pas besoin d'en voir plus. Donc à ce moment-là, le seul réflexe que vous pouvez avoir, éteindre la télé, aller regarder Netflix, une série, quelque chose d'un peu plus réconfortant évidemment. On m'a aussi demandé de parler de Julien Febvre et du boulot de commentateur qui a dû être très difficile. Alors oui, ça a dû être extrêmement difficile pour lui parce qu'il connaît très bien Romain Grosjean. Je pense que je trahis pas un secret en disant qu'ils sont tous les deux très très amis. Donc ça a dû être encore une fois extrêmement difficile. Je suis vraiment effaré par le sang-froid et le professionnalisme de Julien parce que dans ces moments-là, ça doit être extrêmement compliqué. Pour la petite anecdote, au moment où on est allé commenter les 24 heures du Nürburgring avec Hydro sur Automoto la chaîne, la réflexion de lui dire, et j'avais pas fait cette réflexion avant, la réflexion de lui dire, écoute mec, ouais ça va être génial, on va commenter une compète de ouf, mais on peut être amené à commenter la mort d'un pilote en direct. C'est une éventualité. Et en particulier au Nürburgring en plus. Et vu les conditions qu'ils avaient, ça aurait pu encore plus mal se terminer, mais ça s'est pas mal terminé et ça va. Mais voilà, et en tant que commentateur, pour avoir, alors j'ai pas vécu ce qu'a vécu Julien, mais effectivement de juste déjà se faire la réflexion de se dire là, ce soir, je vais aller commenter telle compétition. Je peux commenter quelqu'un qui peut potentiellement mourir sous mes yeux, et c'est à moi aussi de trouver les bons mots, de donner les bonnes informations, de prendre les bonnes pincettes au bon moment, etc. Et c'est un job où là, d'un coup, non pas tu te mets plus de pression, mais où tu vois pas la chose de la même manière que c'est un kiff, on est sur YouTube, on est en train de commenter une compète de ouf, machin. Oh, il y a eu un crash, vous inquiétez pas, ça va bien, machin. Voilà, donc ça met vraiment, moi en tout cas, ça m'a mis la chose vraiment en perspective, et en perspective surtout avec Hydro. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Commenter une compétition, principalement de sport mécanique, on peut être amené à commenter des moments vraiment difficiles. Donc c'est des choses à laquelle nous on pense pas forcément spectateurs. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut imposer une limite d'âge? Alors pour moi, je pense pas qu'il faille imposer une limite d'âge. En revanche, effectivement, comme le disait très bien Hamza au pistonné, il y a un contrat moral implicite qui est passé entre spectateurs et la Formule 1 quand on allume la télévision, et ça on n'en a pas conscience, ou beaucoup n'en ont pas conscience. Certains qui ont vécu des crashs en ont conscience intrinsèquement, pas de souci, mais de nouveaux spectateurs qui viennent de Netflix, qui s'intéressent à la Formule 1 et qui se disent tiens, je vais regarder un Grand Prix, un dimanche après-midi, ils s'attendent pas à voir quelqu'un mourir en direct dans les flammes. Et oui, et donc du coup, mais il y a un contrat moral qui est implicite, qui serait bon de rappeler au début de chaque
de chaque retransmission avec un message avertissement. Vous pouvez être soumis à des images choquantes, je sais pas quoi. C'est le cas par exemple avec Top Gear, que ce soit en France ou que ce soit au UK ou ailleurs. Il y a toujours ce message d'annonce en disant ils sont encadrés par de professionnels, ils font des choses dangereuses, etc. Nous, ça peut nous faire sourire, mais il y a un vrai message derrière qu'il faut prendre aussi un petit peu au sérieux. Je crois que c'est la même chose pour le catch, si jamais il y a des amateurs de catch, où effectivement on dit avant la retransmission qu'ils peuvent se faire mal. Est-ce qu'il faudrait pas ça pour la Formule 1 pour rappeler que effectivement, attention, le sport automobile, le sport mécanique en règle générale est un sport dangereux. Voilà, vous êtes prévenus. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être mis en place. Pour certains, vous n'avez pas pris de plaisir à regarder le Grand Prix, je vous rassure. Je pense que pas mal de monde ont été dans ce mood-là. Moi, j'ai pas été non plus dans un mood exceptionnel. J'étais un peu bouleversé, mais pas des masses non plus. J'avais quand même une petite boule au ventre quand même. J'étais pas bien, j'étais pas au top du top. Le rapport dans l'intensité du crash, ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais aborder parce que on est content quand on voit les deux Mercedes à Barcelone qui se rentrent dedans et qui font un crash et qui s'éliminent. On est moins content quand c'est Romain Grosjean ou un autre pilote d'ailleurs qui traverse un rail de sécurité et qui prend feu. Voilà, il y a toujours ce rapport-là où on se dit on a envie de voir du spectacle aussi et notamment quelques crashs où on sait que ça se terminera pas mal, mais où effectivement on est moins cool avec le fait qu'on se prenne un gros crash avec des images très impressionnantes, voire où effectivement les pilotes sont véritablement en danger de mort. Vous pouvez aller regarder le documentaire, je crois que ça s'appelle Ferrari, course à l'immortalité, il me semble. C'est un documentaire qui retrace une partie des années 50 avec Peter Collins et Mike Hawthorne, qui était pilote chez Ferrari, et où justement la femme de Peter Collins ou de Mike Hawthorne dit que à l'époque, dans les années 50, quand c'était le début entre guillemets du sport automobile, où ça prenait beaucoup d'ampleur, les spectateurs venaient voir des hommes défier la mort tout simplement sur un circuit avec très peu de sécurité, et qu'il y avait une sorte d'humour un peu noir, un peu horrible, de voir un crash et de voir le pilote s'en sortir, c'était presque la déception dans le public. Autre temps, autre mœurs, mais je trouve que la réflexion est vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui ? La société, de toute façon, elle a changé, notre rapport à l'image a changé, notre rapport à la mort et au danger et au risque a changé aussi. À nous de trouver ce qui nous convient, mais je trouvais ça très intéressant. Quoi qu'il arrive, le on-board sera coupé avant un impact, sauf si l'impact est montrable. La direction de la course est toujours en discussion avec la diffusion, donc les personnes en régie qui gèrent les images, les on-board, etc. Quoi qu'il arrive, a priori, s'il y a un choc, un crash, on ne le vivra pertinemment pas en on-board, ou en tout cas on attendra de nous montrer de savoir que c'est regardable de voir justement le on-board du crash. Donc le crash de Romain Grosjean, vous ne le verrez jamais en on-board. La caméra du dessus, de toute façon, elle a arrêté de filmer au moment de l'impact. La caméra 360, comme le dit Julien Febvreau, a continué à filmer pendant tout le crash. Donc celle-là, on pourrait y avoir accès, mais est-ce qu'on y aura accès ? Ça, c'est à la F1 de se dire, est-ce que c'est montrable ? Est-ce que c'est regardable pour un spectateur lambda ? Oui ou non ? C'est à eux de gérer ça. C'est eux qui ont les pouvoirs là-dessus. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles là-dessus. C'est vraiment à l'appréciation. Généralement, vous ne vivrez pertinemment pas un crash en on-board. Voilà, il y aura toujours quelqu'un au switch pour gérer les caméras qui appuiera toujours sur le bouton à un moment donné quand il sent que le crash va arriver ou que ça risque de taper fort et qu'on est en on-board. Il y aura un bouton et on sortira du crash. On essaiera, enfin la F1, en tout cas ou dans les sports mécaniques en règle générale, on essaiera toujours de vous montrer un crash un peu impressionnant avec une caméra plutôt éloignée pour essayer de voir le moins d'horreur possible entre guillemets. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir effectivement. Juste pour terminer, la caméra on-board permet aussi de vivre beaucoup plus de manière subjective entre guillemets, de manière plus profonde, de s'identifier plus facilement au pilote et donc de ressentir une émotion peut-être un petit peu plus forte par l'image, d'être justement on board, de se dire on est un peu plus à sa place, on est avec lui plutôt qu'une caméra extérieure où on sera pas forcément moins touché, mais
où on sera un peu plus distant. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui est d'ailleurs qui peut être aussi interagi un petit peu avec les règles du cinéma, mais bon, ça reste ça reste un peu plus technique. Bref, je termine sur ce point justement avec le fait de vivre ça en live par rapport à vivre ça en différé, où c'est absolument pas la même chose et où on décuple l'intensité de l'émotion en live parce que on ne sait pas ce qui va se passer, on est totalement tributaire de ce qu'on a sous les yeux, alors que quand vous regardez Drive to Survive sur Netflix, que vous voyez Verstappen se planter au est de la piscine par exemple, vous êtes sur Netflix, inconsciemment, votre cerveau va se mettre dans des dispositions où il va se dire que visuellement vous êtes dans un environnement qui est contrôlé, où on va pas vous montrer des horreurs, où quand tu cliques sur Drive to Survive, tu sais qu'on va pas te montrer quelqu'un qui est en feu, voilà, donc ton contrat moral il est plus de ton côté qu'avec Netflix, tu sais à quoi t'attendre, alors que sur un Grand Prix de Formule 1 généralement il y a des choses auxquelles tu peux pas forcément t'attendre, surtout en direct. Donc le direct décuple, je pense, l'intensité de l'émotion. C'est quelque chose qui est assez bizarre, mais qui est tout à fait réel et qui est pas forcément facile à gérer. C'est la même chose par exemple sur le Tourist Trophy. Il y a un super documentaire là-dessus où je sais que on peut me montrer des images choquantes et je suis un petit peu comme ça, mais c'est aussi une émotion que tu peux avoir envie de ressentir. C'est pour ça qu'on regarde aussi parfois des films d'horreur. Et je me dis, ouh là là, est-ce que là, ouais, les mecs ils prennent 300 quand même sur une route ouverte où s'ils font une erreur, ils se tuent littéralement. Mais c'est vrai que par rapport à quand tu vas regarder le Tourist Trophy, la mauvaise surprise de voir un crash ou de pas s'attendre à un crash, en plus ça arrive très vite. Ça décuple encore plus l'émotion. Dernière chose, on m'a dit dans les commentaires, c'est chaud pour eux de remonter dans un baquet après ce qu'ils ont vu, etc. Je vous rassure, les pilotes de Formule 1, alors ça reste des êtres humains, Ricardo l'a dit, et je crois que c'est même Vettel qui l'a dit, c'est bon, on est des êtres humains nous aussi, on a des sentiments. En revanche, effectivement, ils sont pas faits pareil, ils ont pas la même notion du danger et du risque, ils ne l'abordent pas de la même manière, ils sont vraiment exceptionnels, ils ont probablement une case en moins là-haut, dans le bon sens du terme pour eux. C'est difficile pour certains, ça a été difficile pour certains. Dire qu'ils n'ont pas peur, non, c'est faux. Ils ont peur, mais ils savent aller boxer leur peur. Et ça, c'est ce que nous, on fait moins généralement dans notre vie de tous les jours. Aller boxer la peur, c'est pas notre métier. Eux, ça fait partie de leur métier. Cinquième et dernier point, avant de passer à 2-3 petites questions générales, parce que là, ça va faire une vidéo très très longue. La formation des commissaires. Oui, effectivement, je vais revenir un petit peu sur tout cet aspect-là. Alors, j'ai compris dans les commentaires, vous avez été nombreux d'ailleurs à m'envoyer des commentaires sur la vidéo, vous avez été nombreux à m'envoyer des mails, des DM, etc. Je n'ai répondu à personne parce que je n'ai pas eu le temps, mais on laissera 2020 se terminer et on fera une vidéo en 2021 avec les commissaires de piste, évidemment. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre et plein de choses que j'ai envie de comprendre. En tout cas, ce que j'ai compris, d'après ce que vous m'avez dit, tous les commissaires en France sont formés de manière professionnelle. Vous avez différentes licences en fonction de votre expérience. Donc plus vous avez d'expérience, plus vous avez une licence élevée. Vous avez normal. Les pompiers qui sont sur les circuits en France sont a priori tous des pompiers professionnels. Voilà. Donc après j'y connais pas grand chose en pompiers. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de chercher. Je suis vraiment désolé parce que la semaine a été remplie de ouf. Est-ce que c'est le cas partout dans le monde? Je ne sais pas. Voilà. Je suppose que non. Il doit y avoir des variantes évidemment. Certains ont pensé que j'ai fait l'amalgame entre bénévole égale amateur, donc pas bon boulot. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'était pas mon intention. Encore une fois, quand j'ai dit par exemple que il faudrait une équipe professionnelle qui suive la F1, je dis pas que les commissaires font mal leur boulot. Le boulot des commissaires de piste, et j'ai pris Monaco en exemple, est exceptionnel. J'aurais pu prendre Pau, j'y suis allé l'année dernière en 2019 avec Jeff. En 30 secondes, il te dégage une bagnole, elle est dans les airs, que le peloton il est à peine passé, que ça y est, il y a plus de problème. J'aurais pu prendre Le Mans, j'aurais pu prendre n'importe quel autre circuit. Bref, j'ai pris Monaco parce que c'est le plus représentatif et qu'on en parle souvent. D'ailleurs, pour revenir sur l'incident de Monaco rapidement, là encore, je pensais que beaucoup de gens savaient, mais visiblement c'est pas le cas. Le commissaire de piste s'est retrouvé sur la piste face à Sergio Pérez parce que la direction de course lui a demandé. Et ce que je voulais dire là-dedans, dans cet élément-là, c'est pas le commissaire qui a fait l'erreur, je parle de l'entièreté du dispositif de sécurité qui parfois peut être encore une fois amélioré. Là, il y a une chaîne de commandement, il y a un processus dont la finalité visible entre guillemets, c'est le commissaire qui est donc sur la piste. Voilà, c'était une erreur de la direction de course pour ceux qui ne savent pas. Mais encore une fois, il faut pouvoir
améliorer ça. L'erreur est humaine, évidemment, donc voilà, on peut pas être parfait, mais il faut essayer de... ça arrive rarement, donc voilà. Encore une fois, bénévole égale amateur, c'est faux, hein, je le répète, et ça n'a pas été mon intention de vous le dire comme ça. Je veux juste dire que, effectivement, quand je parle de remplacer des commissaires par des commissaires professionnels dont c'est le métier à temps plein et dont ils ne font que ça de leur journée, c'est-à-dire de se former, de s'entraîner pour être le mieux préparé à n'importe quelle situation dramatique qu'on peut avoir sur une piste, ça ne veut pas dire que les commissaires qu'on a aujourd'hui, bénévoles, sont mauvais, bien au contraire. Au vu de ce qu'on a vécu ces dernières années, est-ce qu'on ne partirait pas sur quelque chose d'encore mieux, d'encore plus ? Voilà. Généralement, les commissaires sont des locaux, interviennent sur le circuit qui est, j'allais dire entre guillemets, à côté de chez eux. Ils sont extrêmement passionnés, c'est des gens formidables. Je dis pas l'inverse. Est-ce que, encore une fois, pour le bien de la Formule 1, on n'essaierait pas de faire quelque chose de supérieur, de passer au step supérieur en faisant une équipe dédiée ? Voilà, c'est une question comme une autre. Je reviens sur le pompier, vous avez été nombreux à me dire, et le pompier qui est de l'autre côté du rail, là, qui sert à rien avec son extincteur de très loin. Deux choses, de tous vos commentaires que j'ai compris de la part notamment des commissaires et des pompiers qui se sont exprimés, plusieurs choses. Premièrement, il a mal allumé son extincteur parce que le mélange a pas bien pris a priori, en tout cas des images que j'ai vues et de ce que j'ai compris de ce que vous m'avez dit, le mélange a pas bien pris dans son extincteur et donc du coup il était assez inefficace. Deuxièmement, les flammes sont à 700 degrés. C'est pas rien, 700 degrés. Troisièmement, on m'a dit dans les commentaires que effectivement cette chaleur-là, en tout cas, on peut la ressentir à environ peut-être une 50aine de mètres, peut-être un petit peu moins, et que du coup, ça fait quand même très très chaud, et que de s'approcher, plus tu t'approches, plus ça fait chaud. Et ça met du coup beaucoup en perspective aussi le travail héroïque de Yann Roberts et du commissaire qui était avec son extincteur, que j'ai d'ailleurs critiqué sur les 2 secondes, etc. Mais encore une fois, c'est un point d'amélioration, c'est pas dire qu'il a fait un mauvais job. Au contraire, je répète, il a sauvé, et je l'ai dit dans le Fast 5, il a sauvé la vie de Romain Grosjean en repoussant les flammes pour lui permettre de sortir. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là aussi, c'est normal qu'à la télévision, on se rend pas compte que les flammes, frérot, ça chauffe de ouf. Donc le commissaire qui était loin derrière, non seulement il avait son extincteur qui marchait pas bien et du coup il avait du mal à s'approcher des flammes, on sait pas aussi le vent, etc., les fumées toxiques qui font que tu t'arrives pas forcément à t'approcher. Je reviens sur le commissaire qui a mis 2 secondes à dégoupir son extincteur, etc. A priori, il y a des points d'amélioration selon vous. La procédure a été plutôt normale, il a été très réactif malgré ce qui s'est passé. J'en ai pas parlé, mais ça me paraît évident. C'est le problème du stress et de la panique de voir un événement pareil sous tes yeux où tu te dis « Ouh punaise !» Les 1 à 2 secondes, ouais, elles sont passées vite. Maintenant, est-ce qu'on peut pas faire mieux ? Encore une fois, voilà, vous allez dire, ouais, mais tu pousses le bouchon un peu loin. Non, on essaie de faire encore mieux. Oui, il aurait pu dégoupir son extincteur pendant qu'il courait, et en plus, ça aurait pu me permettre le mélange parce qu'il y a un mélange. Vous dégoupissez vous enlevez la goupille de sécurité. Vous devez taper l'extincteur d'après ce que j'ai compris. Alors ça dépend de l'extincteur. Vous devez taper l'extincteur pour que le mélange s'active, et ensuite vous pouvez diriger l'extincteur directement sur les flammes. Si vous êtes loin, ça sert à rien. Il y en a qui m'ont dit donc effectivement il peut dégoupir, courir en même temps, ça mélange un petit peu et il arrive sur le crash, et il peut vider son extincteur. A priori, ça peut aussi poser un problème parce que s'il commence par mégarde de simplement dégoupir au mauvais moment et du coup vider l'extincteur alors qu'il est pas sur les flammes, dommage. Enfin, ça reste très très héroïque ce qu'ils ont fait. Je le répète encore une fois, hein, j'ai pas dit qu'il avait fait un mauvais travail. Voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Ce que j'ai pas dit, pardon. Lapsus révélateur. Aïe aïe aïe. Donc du coup, effectivement, non, il a été héroïque. Il a fait vraiment très très bien le boulot. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? Voilà, c'est ça la question. Et puis pour juste terminer là-dessus, alors oui, la voiture était pleine d'essence, 110 kg d'essence, ça fait beaucoup de chaleur à dégager, beaucoup d'énergie à dissiper par la chaleur. Donc du coup, forcément, c'est pas rien, faut bien s'en rendre compte. Bon allez, je termine rapidement cette vidéo. Question un peu d'ordre général. Le harnais se consume-t-il vite au contact des flammes ? Je n'ai pas de réponse à apporter, mais s'il se consume, ça veut dire que c'est un peu la merde parce que ça veut dire qu'on a un pilote à l'intérieur qui est en train de brûler. Donc ça, c'est pas top. Justement, il y avait une vraie prise de bec dans les commentaires et sur Internet en règle générale parce que personne n'a la bonne réponse sur combien de temps dure le feu sur les vêtements. Certains me disent 45 secondes, d'autres disent 10 secondes, d'autres disent 20, d'autres disent 30, 35. J'ai vu passer tous les chiffres. Donc j'ai essayé de faire une petite recherche. J'en suis arrivé à ce point-là.
que depuis donc 2018, il y a une nouvelle réglementation FIA qui est intitulée donc 8856-2018, qui donc date de 2 ans, qui est obligatoire pour les championnats de F1, de Formule E, de WRC et de WEC, donc de championnat du monde d'endurance. Les flammes qui sont exposées aux vêtements, donc c'est-à-dire au textile, donc que ce soit la combinaison ou le vêtement unifugé dessous, doit résister à une flamme de 700 degrés pendant 10 secondes. Ça, c'est la réglementation. Après ce temps-là, donc la flamme doit être retirée et le vêtement ne doit pas présenter de trous ou de brûlures. Voilà, donc ça c'est le truc. Ce qui s'est passé dans le cas de Romain Grosjean, c'est qu'on dit il a été 28 secondes prisonnier des flammes. C'est inexact. Resté suffisamment longtemps dans son cockpit où il était entouré par les flammes, mais pas au contact direct. C'est quand il est sorti du cockpit qu'il a mis littéralement la main dans les flammes, que effectivement là, eh bien le tic-tac a commencé. Donc je dirais, a priori, en regardant les images, qu'il a passé un peu moins d'une vingtaine de secondes dans son cockpit à l'abri entre guillemets des flammes, et un peu moins d'une dizaine de secondes, ou à peu près 10 secondes, dans littéralement les flammes avant de sortir. Donc le vêtement a rempli effectivement la réglementation qui dit qu'il faut que le vêtement résiste à des flammes de 700 degrés pendant 10 secondes. Voilà, donc maintenant les combinaisons, combien de temps elles résistent au contact de la flamme, ça j'ai pas la réponse tout à fait présente, mais je suppose que c'est de l'environ de 10 secondes, voire un peu plus. Autre question, y a-t-il un extincteur dans le cockpit comme dans les F2, notamment parce qu'on a vu Théo Pourchaire avoir un défaut de fonctionnement sur son extincteur pendant la F2 la semaine dernière. Oui, évidemment, il y a un extincteur dans la voiture, dans le cockpit de la Formule 1. Quelques moyens aussi d'éteindre le feu sur le moteur, il me semble. Il y a des petits jets ou il me semble qu'il y a ça, mais je suis pas sûr là pour le coup. Mais est-ce que l'extincteur s'est déclenché dans la voiture de Romain Grosjean ? Je ne sais pas. S'il y a un très gros choc, il se peut que l'extincteur ne puisse pas se déclencher. Voilà, c'est la réponse que je peux apporter. Existe-t-il une boîte noire comme pour les avions ? Alors, oui et non. Je suppose qu'il y a une sorte de boîte noire, notamment qui doit pouvoir garder l'enregistrement de la caméra de sécurité qui est positionnée sur le haut du halo face au pilote, qui filme à 400 images secondes pour justement calculer la décélération lors d'un impact et pour voir aussi pour la sécurité du pilote. Donc je suppose que c'est pas relié directement par télémétrie ailleurs, parce que si jamais tout se pète, etc., et bah le relais de la voiture se casse et que tu peux pas transmettre les images. Je suppose qu'il y a une mini boîte noire pour certaines choses, mais on est loin de la boîte noire d'un avion de ligne par exemple, puisque tout est relié en général par télémétrie au stand, puisqu'on est sur des circuits qui restent relativement petit par rapport à un avion de ligne où c'est clair que tu vas pas faire une télémétrie depuis Paris pour un A380 qui fait un Paris-San Francisco. Voilà, pour calculer un petit peu tout et dire ah tiens il y a eu un choc, etc. Bah non, la retransmission va s'arrêter. Bon bref, paix à son âme à l'A380 évidemment. Et enfin dernière question, qu'on m'a posé, quels sont les angles d'impact les plus dangereux ? Ça dépend parce qu'il y a énormément de variables à prendre en compte. Les impacts sont tous différents en fonction de l'angle du mur, donc si c'est du béton, du Tech Pro, etc., et de la vitesse. Donc à partir de là, c'est très compliqué de dire quel impact est le plus dangereux. De face, on a un museau qui absorbe énormément d'énergie sur un impact. On a sur les côtés, pareil, énormément d'énergie qui peut être absorbée par les pontons. Je dirais que l'endroit qui peut faire probablement peut-être le plus mal, ce serait la crash box arrière. Vous savez, la crash box arrière, c'est le feu lumineux. Sur le bout, il y a un feu lumineux. Et en fait, c'est tout un espèce de bloc un peu rectangulaire qui permet d'essayer de faire décélérer la voiture, ou en tout cas d'absorber l'énergie. Mais en fait, l'arrière de la voiture est pas bon, dans le sens où vous avez la boîte de vitesse, le moteur, etc., beaucoup d'éléments, et si vous voulez, on n'a pas la place de mettre un dispositif avec énormément de carbone qui puisse absorber l'énergie. Donc a priori, je dirais plutôt la crash box arrière. En témoignent les 2 crashs de Ralf Schumacher en 2004 et 2005 à Indianapolis sur le banking, où il a tapé pour le coup par l'arrière, et ça lui a pas fait plaisir ni au dos ni à la tête d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Elle a été particulièrement longue. J'espère que j'ai apporté pas mal de grains à moudre pour vous, de réflexion aussi, et de précision sur certains concepts et certaines choses. Encore une fois, je vous laisse continuer la discussion dans les commentaires. C'est un espace qui vous permet aussi de discuter entre vous. Apprenez à être respectueux les uns envers les autres, c'est vraiment ça, moi, qui m'importe le plus. Chacun réagit de la manière dont il peut, dont il veut,
évidemment, à chaque situation, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, elles sont toutes différentes. Encore une fois, allez voir la définition dans le dictionnaire de différence, ça veut pas dire que t'es meilleur, évidemment. Donc voilà, en attendant, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plus à vous qu'à moi, parce que ça fait plaisir de parler de ce genre de sujet, c'est important d'en parler. On se retrouve sur Twitter, sur Insta et sur YouTube pour parler F1, puis en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.